Un cri dans la nuit de 1879, au cœur du désert brûlant du Nouveau-Mexique, a changé la vie de Clara Whitmore à jamais. Cette ancienne infirmière de guerre, hantée par la mort de son frère sous ses propres mains, vivait en recluse dans une ville minière oubliée. Mais quand 3 éclaireurs apaches surgissent, implorant son aide pour un enfant aveugle, elle sent une lueur d'espoir percer ses ténèbres. Ce qu'elle découvrira dans les yeux du fils du chef bouleversera 2 mondes, unissant des cœurs dans une quête de justice. Suivrez-vous ce voyage jusqu'à son dénouement inattendu? Abonnez-vous, partagez d'où vous écoutez et plongez dans un mystère où la lumière triomphe. Ou pas? Le soleil de 1879 cognait sans pitié sur Dusty Hollow, une ville minière du Nouveau-Mexique où la poussière collait à la peau comme une malédiction. Clara Whitmore, 35 ans, s'affairait dans son dispensaire délabré, ses mains agiles, pansant les plaies des mineurs, mais son cœur restait prisonnier d'un passé cruel. 15 ans plus tôt, dans une tente d'hôpital de la guerre civile, ses doigts, alors si sûrs, avaient failli, laissant son frère Daniel s'éteindre sous son scalpel. Depuis, elle vivait en marge, une ombre parmi les ombres, fuyant les regards qui semblaient toujours juger. Ce jour-là, alors que l'après-midi s'étirait, paresseux et brûlant, un grondement de sabots déchira le silence. Clara releva la tête, son pouls s'accélérant. Dans ces contrées, des chevaux lancés à pleine vitesse annonçaient rarement de bonnes nouvelles. Par la fenêtre crasseuse, elle vit 3 silhouettes émerger d'un nuage de poussière, leurs vêtements apaches, marqués par un long voyage. Pas d'armes brandies, pas de cris, juste une urgence muette dans leur posture, raidie. Ils arrêtèrent leur monture devant le dispensaire, et la porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer l'odeur de sueur et de terre cuite par le soleil. Les mineurs assis sur les bancs se figèrent, leurs murmures s'évanouissant comme des fantômes. Le chef des éclaireurs, un homme aux traits burinés nommé Nathan, s'avança. Ses yeux, vifs malgré la fatigue, trouvèrent à Clara. « Femme médecine » dit-il dans un anglais haché, teinté d'un accent guttural. « Fils du chef, Nalin, yeux morts. 2 ans, lumière partie. Toi venir. » Il désigna ses compagnons, 2 guerriers silencieux dont les visages portaient la même supplication. Clara sentit un frisson lui glacer l'échine. Elle connaissait les tensions entre les colons et les Apaches, les traités rompus, les massacres tues. Refuser, c'était la prudence. Mais les mots de Nathan, yeux morts, firent ressurgir l'image de Daniel, son regard vide sur la table d'opération. « Quel âge a le garçon » demanda-t-elle, sa voix calme, masquant le tumulte intérieur. « 8 hivers » répondit Nathan, ses mains serrant les rênes qu'il tenait encore. Né avec yeux clairs, voyait, étoiles, montagnes. Maintenant, rien. Nos guérisseurs, impuissants. Docteur Blanc, venu avant, dit rien cassé. Mais Nalin dit. Il hésita, cherchant les mots. Nuit, quelque chose froid, dur, dans yeux. Ces paroles, prononcées avec une gravité enfantine à travers Nathan, firent vaciller Clara. Ce n'était pas une blessure, pas une maladie ordinaire. Quelque chose d'autre, quelque chose de sinistre, se tapissait dans cette cécité. Dehors, une foule de badauds s'était rassemblée, leur chuchotement crépitant comme un feu de broussailles. Ils s'attendaient à ce qu'elle refuse, à ce qu'elle choisisse la sécurité d'une vie déjà brisée. Mais Clara, en croisant le regard de Nathan, vit une douleur universelle, celle d'homme prêt à tout pour un enfant. Elle pensa à Daniel, à ce qu'elle aurait donné pour une seconde chance. « Je viens », dit-elle enfin, ses mots coupant le silence comme une lame. « Donnez-moi un instant pour mes affaires. » Nathan hocha la tête, un éclair de soulagement traversant son visage tanné. Clara rassembla ses instruments, scalpel, pince, une loupe grossissante, dans un sac de cuir usé, ses mains tremblant légèrement.
Chaque outil ravivait des souvenirs de champs de bataille, de cris étouffés, de sang. Mais elle repoussa ces images, se concentrant sur l'enfant qui l'attendait quelque part dans le désert. Les mineurs la regardaient, incrédules. « Vous êtes folle, madame », murmura l'un d'eux, son bandage taché de sang. Clara ne répondit pas, son regard fixé sur la porte. Elle n'était pas folle, mais elle savait que ce choix pourrait la mener à sa perte. Nathan l'attendait dehors avec 2 chevaux supplémentaires, leurs flancs luisants de sueur. Les habitants de Dusty Hollow s'alignaient le long des planches disjointes, leurs visages oscillant entre curiosité et méfiance. Clara monta en selle, sa robe effleurant la poussière rouge du sol. « Nous allons vite, mais sûr », promit Nathan, sa voix basse mais ferme. « Chef Kehona attend. Il croit en toi, femme médecine. » Ces mots pesèrent sur Clara comme une sentence. Elle ignorait si elle pouvait guérir cet enfant, mais elle savait qu'en franchissant cette frontière, elle laissait derrière elle la femme qu'elle était. Les sabots claquèrent et le groupe s'élança dans le crépuscule, suivant des sentiers à peine visibles entre les roches et les cactus. Le désert s'étendait, impitoyable, ses ombres s'allongeant comme des griffes. Clara sentit une étrange clarté l'envahir. Pour la première fois depuis des années, elle n'était plus une ombre. Elle était une femme, chevauchant vers un mystère, vers un enfant dont les yeux portaient une vérité qu'elle seule pourrait peut-être révéler. Ce qu'elle trouverait dans le camp Apache, elle l'ignorait encore. Mais une chose était sûre, cette nuit marquerait le début d'un combat plus grand que sa propre rédemption. Alors que le désert engloutissait les dernières lueurs du crépuscule, Clara Whitmore, juchée sur un cheval nerveux, sentit une étrange détermination remplacer la peur qui l'avait si longtemps enchaînée. Les sentiers sinueux du Nouveau-Mexique, à peine visibles sous la lumière argentée de la lune, serpentaient entre des rochers aux formes torturées, comme si la terre elle-même gardait des secrets. Nathan, l'éclaireur Apache, menait le groupe avec une précision de prédateur, ses compagnons suivant en silence, leurs ombres dansant sur les parois des canyons. Clara, étrangère dans ce monde sauvage, serrait les rênes, son sac d'instruments battant contre sa cuisse, chaque chaos ravivant l'écho d'une vérité qu'elle pressentait. L'enfant qu'elle allait rencontrer portait un mal plus profond qu'une simple cécité. La nuit s'installa, froide et tranchante, le vent charriant des murmures qui semblaient venir des entrailles du désert. Ils s'arrêtèrent dans un creux abrité par d'immenses blocs de grès, où les étoiles, seuls témoins, brillaient avec une clarté impitoyable. Nathan alluma un feu sans fumée, ses gestes économes trahissant une vie de vigilance. « Reposez-vous, femme médecine, » dit-il, tendant à Clara une outre d'eau et un morceau de viande séchée. « Demain, nous entrons dans le cœur de notre terre. » Ces mots, lourds de sous-entendus, firent d'eau frissonner Clara, non pas de froid, mais d'une conscience aiguë. Elle chevauchait vers un lieu où les lois des hommes de blanc s'effaçaient, où la survie dépendait de respect et de vérité. Assise près des braises, Clara écouta Nathan parler, sa voix basse mêlant anglais et bribes apaches. Il raconta les hivers où les enfants mouraient, les promesses brisées par des traités signés à l'encre de la trahison, les regards éteints des anciens qui voyaient leur peuple s'effilocher. « Nalin, dit-il, les yeux fixés sur les flammes, et c'est plus qu'un fils pour Kehona. Il était l'espoir, celui qui doit voir les étoiles pour guider les autres. S'il reste aveugle, notre avenir s'éteint avec lui. » Ces paroles, crues et sans phare, touchèrent Clara au plus profond. Elle revit Daniel, son frère, dont le rire d'enfant avait été son étoile avant que la guerre ne le lui vole. Pour la première fois, elle comprit que guérir Nalin n'était pas seulement un acte médical, mais un défi contre un destin qui semblait vouloir écraser tout un peuple. Le lendemain, l'aube peignit les canyons d'un rouge sanglant, et le groupe reprit sa route,
grimpant des sentiers escarpés où un faux pas pouvait précipiter cheval et cavalier dans l'abîme. Clara, peu habituée à la selle, serrait les dents, ses muscles protestant à chaque virage. Les éclaireurs, eux, semblaient y faits de la même pierre que ces montagnes, leurs regards scrutant chaque ombre, chaque bruissement. À midi, ils s'arrêtèrent près d'une source cachée, l'eau jaillissant d'une fissure comme une veine vive dans le roc. Nathan s'agenouilla, murmurant une prière apache avant de boire, un rituel qui rappela à Clara la fragilité de cette terre disputée. « Pourquoi me faire confiance ?» demanda-t-elle soudain, sa voix coupant le silence. Nathan la dévisagea, ses traits impassibles. « Parce que Keona voit ton cœur. Il dit que ceux qui portent une blessure savent ne reconnaître la douleur des autres. » Ces mots la transpercèrent. Elle baissa les yeux, ses doigts effleurant le sac où reposait sa loupe grossissante, outil de précision, mais aussi rappel de ses échecs. Nathan poursuivit, désignant le canyon qui s'ouvrait devant eux. « Ce soir, nous atteignons le camp. Keona t'attend, mais il te testera. Si tu flanches, il ne pardonnera pas. » Clara hocha la tête, la gorge serrée. Elle n'avait jamais rencontré ce chef, mais son ombre pesait déjà sur elle, comme ces falaises qui semblaient juger chaque pas. Le crépuscule les trouva à l'entrée d'un défilé étroit où les parois se refermaient comme les mâchoires d'un géant. Nathan leva la main, émettant un sifflement qui imita le cri d'un faucon. Un autre sifflement répondit, invisible, et Clara sentit des regards peser sur elle depuis les hauteurs. « Ils savent où là que nous arrivons », murmura Nathan. Le camp apache apparut alors, niché dans une cuvette naturelle, ses wickiups camouflés parmi les roches et les broussailles. Des feux discrets brûlaient, leur fumée se perdant dans des cheminées naturelles. Enfants et femmes s'interrompirent, leurs visages marqués par une curiosité prudente. Clara, seule femme blanche parmi eux, sentit son pouls s'accélérer sous ses regards. Keona émergea d'une tente, sa silhouette imposante découpée contre le ciel violet. Ses derniers cheveux striés d'argent et ses yeux, perçants comme ceux d'un aigle, semblaient lire en elle. « Femme médecine », dit-il en anglais, sa voix grave résonnant dans la cuvette. « Tu es dévenue pour mon fils. Si tu échoues, si Nalin souffre davantage, cette terre sera ta dernière demeure. » Clara soutint son regard, son passé et son avenir se heurtant dans cet instant. « Je suis ici pour essayer, » répondit-elle, chaque mot pesant comme une pierre. « C'est tout ce que je peux promettre. » Keona inclina légèrement la tête, un geste qui n'était ni approbation ni rejet. Derrière lui, une tente ornée de symboles s'ouvrait, et Clara sut que Naline l'attendait, un enfant dont les yeux pourraient révéler un mal qu'aucun guérisseur n'avait encore nommé. À l'instant où Keona prononça sa mise en garde, Clara Whitmore sentit le poids d'homme de son regard apache, comme une lame suspendue au-dessus d'elle, mais une lueur d'espoir perça l'obscurité de ses doutes. Sous le ciel pâlissant de l'aube, la tente ornée de symboles s'ouvrait comme une porte vers un destin incertain, et Clara, son sac d'instruments serré contre elle, s'avança dans l'ombre fraîche du camp. L'air vibrait d'une tension palpable, les murmures des femmes apaches s'éteignant tandis que les enfants, curieux, s'approchaient, leurs yeux brillants d'une fascination mêlée de méfiance. Clara, étrangère dans ce sanctuaire de pierre et de mémoire, savait que chaque geste serait scruté, chaque erreur impardonnable. Dans la tente, une femme d'une quarantaine d'années, Mary, la guérisseuse apache, l'attendait près d'un petit garçon, assis sur une couverture. Nalin, 8 ans, tourna la tête vers le bruit de ses pas, ses yeux voilés d'un blanc laiteux, dépourvus de toute lumière. Pourtant, un sourire timide éclaira son visage, comme s'il devinait sa présence. « C'est toi, femme médecine ?» demanda-t-il en apache, sa voix traduite par Mary,
avec une douceur qui contrastait avec la gravité de la sienne. Clara s'agenouilla, son cœur battant à l'idée de ce qu'elle pourrait découvrir. « Oui, Nalin, » répondit-elle en anglais, Keona, traduisant à voix basse. « Je vais regarder tes yeux. Ça ne fera pas mal, je te le promets. » Mary disposa une plaque de métal poli pour refléter le soleil matinal, transformant la tente en un espace baigné de lumière dorée. Clara, ses doigts, tremblants, déballa sa loupe grossissante, l'outil qui avait sauvé des vies sur les champs de bataille, mais aussi scellé son plus grand regret. Alors qu'elle ajustait la lumière, les souvenirs de son frère Daniel menacèrent de la submerger. Ses yeux éteints, son dernier souffle. Elle inspira profondément, repoussant la panique, et se concentra sur Nalin, qui restait immobile, confiant malgré l'inconnu. Avec une précision chirurgicale, elle examina l'intérieur de ses paupières, retenant son souffle à chaque mouvement. Puis, là, dans le coin de l'œil droit, elle vit quelque chose d'anormal, un éclat minuscule, presque invisible, comme un grain de métal scintillant sous la lumière. Clara suspendit son geste, le sang battant à cette sampe. « Il y a quelque chose, » murmura-t-elle, sa voix tremblante d'incrédulité. Keona, debout derrière elle, se raidit, ses poings serrés. « Quoi ?» demanda-t-il, son ton aussi tranchant que le vent du désert. Clara ajusta sa loupe, scrutant plus attentivement. Ce n'était pas un débris naturel, mais un fragment délibérément façonné, mélangé à une substance qui semblait irriter les tissus. « Un objet étranger, » dit-elle, l'horreur montant en elle, placé volontairement pour détruire sa vue. Mary, incrédule, protesta en apache, affirmant avoir examiné Nalin des dizaines de fois. Mais Clara, forte de son entraînement, savait que ces outils révélaient ce que l'œil nu ne pouvait voir. L'atmosphère dans la tente devint suffocante, l'air chargé d'une colère contenue. Keona s'agenouilla près de son fils, caressant ses cheveux. « Qui a fait ça ?» gronda-t-il, ses mots vibrant de fureur. Nalin, sentant la tension, parla doucement, sa voix traduite par Marie. « Un homme blanc, il y a longtemps. Il venait avec des cadeaux, mettait des gouttes dans mes yeux. Il disait que c'était pour aider. » Ces mots, innocents mais lourds, firent à Clara l'effet d'un coup de poignard. Elle vérifia l'autre œil, confirmant la présence d'un second fragment. La vérité, aussi cruelle que le désert, s'imposa. Quelqu'un avait orchestré la cécité de Nalin pour affaiblir les Apaches. Clara releva les yeux vers Keona. « Je peux les retirer, » dit-elle, sa voix ferme malgré la peur. « Mais il faudra être précis et rapide. » Keona hocha la tête, son regard oscillant entre espoir et vengeance. Mary, réticente mais convaincue par la découverte, prépara des linges propres et de l'eau. Clara, ses instruments alignés comme des soldats avant la bataille, sentit une clarté nouvelle l'envahir. Si vous ressentez la force de ce moment, où une femme brisée défie l'injustice, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette quête et partagez d'où vous nous suivez. Ensemble, nous révélons les vérités cachées du Far West. Sous la lumière implacable, Clara travailla avec une minutie désespérée, chaque mouvement guidé par des années d'expérience et la volonté de ne pas échouer. Lorsqu'elle libéra le premier fragment, Nalin tressaillit, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres. Puis, lentement, il cligna des yeux, des larmes coulant sur ses joues. « Papa, » murmura-t-il en apache, sa voix brisée par l'émotion. « Je vois ton visage. » Keona, le chef redouté, s'effondra presque, saisissant son fils dans une étreinte silencieuse. Le camp, alerté par les murmures, se rassembla autour de la tente, un souffle d'espoir traversant les roches. Mais Clara, tenant le fragment métallique dans sa paume, savait que cette lumière nouvelle révélait une ombre plus vaste, un crime calculé, dont les racines s'étendaient bien au-delà de ce garçon. Alors que Clara Whitmore contemplait le fragment métallique dans sa paume,
Une ombre plus vaste que le canyon environnant semblait s'étendre sur le camp Apache, porté par la révélation d'un crime aussi froid que l'acier. Sous le soleil brûlant de midi, le murmure de l'espoir cédait la place à une colère frémissante, et Keona, tenant toujours son fils Nalin dans ses bras, convoqua ses guerriers dans un cercle de pierres usées par le vent. Clara, debout à l'écart, sentait encore la chaleur de la tente où elle avait rendu la vue à l'enfant, mais ses pensées s'orientaient donc désormais vers une traque impitoyable. L'homme blanc dont Nalin avait parlé, Elias Vaughn, devait répondre de ses actes, et le désert, avec ses sentiers traîtres, serait le théâtre de cette justice. Kehona, sa voix grondant comme un orage lointain, exposa les faits. Vaughn, un marchand itinérant, avait été vu à Sorrows Creek, un poste de traite à 3 jours de cheval, où il suivait un circuit prévisible. Il pense que personne ne sait, dit-il, ses yeux scrutant chaque guerrier. Cette arrogance sera sa chute. Nathan, l'éclaireur, ajouta des détails, décrivant un homme rusé, mais confiant, voyageant avec un chariot chargé de marchandises et peu d'escorte. Clara, invitée à rejoindre le conseil, sentit le poids de leurs regards. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, sa voix ferme, malgré l'incertitude. Kehona la fixa. « Tu connais les ruses des tiens. Dis-nous comment ils pensent. » Clara réfléchit. Ces années à soigner des hommes brisés par la guerre, lui ayant appris à lire les âmes. « Vaughn se croit intouchable, dit-elle. Il agit en plein jour, cachant ses crimes sous des cadeaux et des sourires. Il évitera les conflits, mais s'il sent le danger, il fuira vite. » Ces mots guidèrent le plan. Nathan mènerait une poignée de guerriers pour observer Vaughn pendant une journée, confirmant ses habitudes avant une embuscade au crépuscule, loin des regards du poste. Clara insista sur un point, son ton grave. « Nous devons le capturer vivant. Mort, il emporte ses secrets. Vivant, il parlera. » Kehona acquiesça à contre-cœur, sa main effleurant le couteau à sa ceinture. Le lendemain, sous un ciel strié de nuages comme des cicatrices, les guerriers partirent, leurs silhouettes se fondant dans les roches rouges. Clara resta au camp, aidant Mary à préparer des remèdes pour Nalin, dont la vision s'améliorait, bien que fragile. Mais l'attente la rongeait, chaque heure creusant un sillon d'angoisse. Elle repensait à Daniel, à l'impuissance qu'il avait engloutie après sa mort. Cette fois, elle ne pouvait se permettre d'être spectatrice. Au 3e jour, alors que le soleil plongeait derrière les falaises, un cri d'oiseau, un signal Apache, résonna dans la cuvette. Les guerriers revenaient. Ils entrèrent dans le camp, poussiéreux, mais triomphants, escortant un homme ligoté sur un cheval. Elias Vaughn, la quarantaine, avait le visage hâlé d'un homme du désert, mais ses yeux, fuyants, trahissaient une peur grandissante. Kehona s'avança, sa présence imposante réduisant Vaughn à une ombre tremblante. « Parle » ordonna-t-il, sa voix aussi dure que le granit. Vaughn tenta un sourire, sa voix mielleuse. « Un malentendu, chef. Je suis un honnête marchand. Rien de plus. » Mais Nathan, impassible, vida un sac de cuir à ses pieds. Des outils chirurgicaux rudimentaires, des flacons troubles et des grains métalliques identiques à ceux extraits des yeux de Nalin roulèrent dans la poussière. Clara s'approcha, son estomac noué. « Homme, expliquez ceci, » dit-elle tenant un fragment entre ses doigts. Vauquin blêmit, ses mots trébuchants. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Des outils de commerce, rien d'autre. » Kehona, frémissant de rage, saisit Vaughn par le col. « Tu as volé la lumière de mon fils, » gronda-t-il. « Pourquoi ?» Sous la pression, Vaughn craqua, sa voix devenant un sifflement venimeux. « Le progrès, » cracha-t-il. « Vos enfants, vos futurs chefs, sont des obstacles. Quelques gouttes, quelques degrins, et vos tribus s'effacent sans guerre. C'est la civilisation. »
Le silence qui suivit était plus tranchant qu'un cri. Les guerriers resserrèrent de leur cercle, leurs mains sur leurs armes. Clara, sentant la fureur prête à exploser, s'interposa, non pour protéger Vaughn, mais pour préserver la vérité. « Il a confessé », dit-elle à Kehona, ses yeux implorants. « Nous avons ses outils, ses mots. Laissons la loi des Blancs juger. S'ils échouent, vous déciderez. » Kehona, les mâchoires serrées, relâcha Vaughn, qui s'effondra, haletant. « Pour Nalin, murmura-t-il, je te donne cette chance. » Clara ramassa les preuves, les rangeant avec soin, consciente que leur voyage vers Santa Fe serait une épreuve de patience et de foi. Alors que le camp se préparait à une nuit agitée, elle croisa le regard de Nalin, qui, de loin, observait son père avec des yeux redevenus clairs. La traque était finie, mais la justice, comme un sentier à flanc de canyon, restait périlleuse, prête à s'effondrer sous le poids de vieille haine. Alors que le regard clair de Nalin croisait celui de Clara dans la pénombre agitée du camp, une fragile promesse de justice s'élevait, comme une brise hésitante dans un canyon aux parois abruptes. Le lendemain, sous un ciel lourd de nuages menaçants, le groupe quitta le refuge Apache pour Santa Fe, escortant Elias Vaughn, ligoté et silencieux, à travers les plaines desséchées du Nouveau-Mexique. Clara chevauchait près de Kehona, ses mains serrant les rênes, son esprit oscillant entre l'espoir d'un verdict équitable et la crainte d'un système souvent sourd aux voix des Apaches. Le désert, avec ses broussailles épineuses et ses rochers sculptés par le vent, semblait retenir son souffle, comme s'il savait que ce voyage de 5 jours déterminerait si la lumière arrachée aux yeux de Nalin pouvait éclairer un chemin plus vaste. Santa Fe apparut au loin, ses bâtiments d'adobé émergeant de la poussière comme des vestiges d'un monde où les cultures se heurtaient et sans se comprendre. Le marshal James Holt, un homme au visage buriné par des années de service, les reçut dans un bureau encombré de cartes et de registres. Clara, Kehona et Nathan présentèrent leurs dossiers, les fragments métalliques posés sur la table comme des accusateurs muets. Clara décrivit l'opération sur Nalin avec une précision clinique, tandis que Nathan détailla la capture de Vaughn, ses mots traduits par Kehona avec une intensité contenue. Holt, les sourcils froncés, examina les outils chirurgicaux et les flacons, son silence pesant plus lourd que le crépitement du vent dehors. Vaughn, les poignets entravés, tenta une dernière défense, sa voix mielleuse masquant mal sa panique. « Ce ne sont que des malentendus, Marshal, » plaida-t-il. « Je suis un commerçant, pas un monstre. » Mais lorsque Holt brandit les grains d'un métallique, sa façade s'effrita. « Expliquez ceci, » ordonna le marshal, son ton aussi dur que l'acier. Vorsin balbutia, ses excuses s'effilochant comme un tissu usé. Kehona, immobile, fixait l'homme avec une rage si profonde qu'elle semblait creuser le sol sous ses pieds. Clara, sentant la tension, intervint doucement. « Nous avons sa confession, ses outils et des témoins. D'autres tribus signalent de des cas similaires. Ce n'est pas un accident, mais un plan. » Holt hocha la tête, son regard passant de Clara aux Apaches. « Je vais enquêter, » promit-il. « Mais ceci, dit-il tapotant les preuves, mérite un procès. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de témoignages et de rapports. Clara retourna à Dusty Hollow pour former un jeune médecin, transférant peu à peu son dispensaire, mais elle revenait souvent à Santa Fe, où les récits d'autres enfants aveuglés par des remèdes de marchands émergèrent en renforçant l'accusation. Kehona, bien que méfiant envers la justice des Blancs, accompagna chaque étape, sa présence imposante, rappelant à tous la gravité du crime. 4 mois plus tard, sous un ciel d'hiver clair comme du cristal, le procès de Vaughn attira des foules et des reporters. Clara témoigna, sa voix ferme,
décrivant la cruauté calculée des fragments. Kehona, parlant par un interprète, évoqua la douleur d'un père et la menace contre son peuple. Lorsque Vaughn, acculé, tenta de justifier ses actes comme un sacrifice pour le progrès, un murmure indigné traversa la salle. Le verdict tomba. 7 ans de prison, une sentence rare pour des crimes contre des enfants apaches, en 1879, marquant un tournant fragile dans une région déchirée par la méfiance. Clara, de retour au camp apache, trouva une nouvelle place parmi eux. Elle apprit des rudiments de leur langue, partageant des soirées avec Marie pour combiner ses remèdes aux leurs. Nalin, désormais capable de lire sous sa tutelle, courait librement, ses yeux capturant les étoiles qu'il décrivait avec un émerveillement d'enfant. Kehona, jadis un chef distant, devint un allié, leur lien forgé non par l'amour, mais par un respect mutuel, comme 2 rochers polis par le même torrent. Un soir, près d'un feu crépitant, il lui parla des anciennes voix apaches, des histoires gravées dans la pierre, et Clara, en retour, lui raconta Daniel, sa voix brisant des années de silence. Alors que le printemps peignait les canyons de touches vertes, Clara et Kehona se tenaient d'âme sur une crête, regardant Nalin jouer en contrebas, son rire résonnant comme une prière. La justice, imparfaite mais réelle, avait ouvert une brèche dans les vieux murs de haine. Clara, autrefois brisée, avait retrouvé ses mains, non pour effacer le passé, mais pour bâtir un avenir où la lumière, une fois volée, pouvait être rendue. Le désert, témoin de leur lutte, semblait murmurer une vérité ancienne. La guérison, comme la justice, naît du courage de ceux qui osent affronter l'obscurité. Cette saga du désert, où Clara et Kehona ont arraché la lumière aux ténèbres, touche à sa fin, mais son écho résonne encore. Qu'avez-vous ressenti en suivant leur quête de justice dans ce Far West impitoyable? Partagez vos pensées, vos réflexions, d'où que vous soyez. Chaque mot compte pour garder ces histoires vivantes. Un immense merci pour avoir chevauché avec nous à travers canyons et épreuves. Votre présence donne du sens à ces récits oubliés. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle aventure, où le courage et l'espoir défient l'obscurité. Jusqu'à la prochaine fois, que les étoiles guident vos pas.